Donc ça, je crois que c'est ce principe d'humanité qui est au cœur de cette tension dialectique entre « oh, après tout, du moment qu'on a donné, on ne va pas nous embêter que c'est de l'humanitaire d'État ou que c'est l'OTAN qui distribue, parce qu'au final, les gens, ils sont bien contents de manger ». C'est une forme quand même de terrorisme avec le principe d'humanité. Et puis de l'autre côté, cette difficulté de poser quand même des principes de professionnalisme et d'efficacité parmi les ONG, on va dire, autour d'eux, qui vous êtes pour nous empêcher de faire, d'y aller, puisque nous, on a cette pulsion, cette envie d'aider, et on va faire quand même. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ces 4 principes. C'est vrai que pour nous, au cœur, c'est l'impartialité et l'indépendance, sachant que les conventions de Genève, puisque, voilà, sans faire du droit quand même, les conventions de Genève ne mentionnent qu'un seul principe, elles parlent d'organisation humanitaire impartiale, il n'y a pas d'autres exigences, la neutralité c'est autre chose encore. Et donc c'est pour ça que je rejoins ce que disait Pascal. Pour nous, la neutralité, ça reste un outil très important, mais qui ne va pas avec le consentement des États et qui ne va pas avec une espèce d'arbitraire comme ça, autant des deux côtés, et qui ne va pas évidemment avec le silence. Voilà, encore des tas d'autres choses si on veut, mais bon, on aura la place pour le débat. Merci Françoise. Donc on a bien compris effectivement la question des tensions au sein même des organisations, des tensions entre les principes et puis aussi des tensions entre organisations. On va essayer de développer tout ça, mais avant de développer tout ça, la parole à Daniel Vogien, donc pour le ministère des Affaires étrangères. Je rappelle ma question de départ, qui était une question sur effectivement de quoi parle-t-on autour de ces principes, par exemple au niveau d'un État. Est-ce qu'un État peut être indépendant, neutre, impartial lorsqu'il est dans des actions de type humanitaire ? Si on s'appuie sur les principes qui sont justement des leviers d'action, au premier chef la neutralité et l'indépendance, il y a effectivement des débats, des controverses sur l'interprétation à donner dans la définition même de ces principes. Est-ce que la neutralité signifie s'abstenir de prendre part aux hostilités et aux controverses politiques, aux discussions politiques et idéologiques, ou bien aux controverses entre communautés religieuses ou communautés ethniques dans un pays donné? Donc sur le fond, est-ce que c'est une neutralité en fait de position et d'opinion, ou est-ce que ça veut dire ou est-ce que la neutralité signifie qu'il ne faut pas favoriser une partie plutôt qu'une autre? Donc il y a ces deux approches qui sont pas forcément d'ailleurs opposées, qui peuvent être complémentaires, mais je pense que un État, et la France est un État, est davantage sur le second paramètre, dans le sens où un État n'est pas neutre sur le plan idéologique ou sur le plan des concepts. Un État fait des choix, pose des options, dans la limite des conventions internationales auxquelles l'État est lié. L'État garde une liberté de choix, d'alliance, de partenariat, de relation avec tel ou tel pays ou pas, de relation avec tel ou tel acteur. Donc l'État en fait est une entité qui prend position. Donc l'État n'est pas neutre. Par définition, l'État n'est pas neutre. Au sens où la neutralité est prendre parti ou pas pour un camp plutôt que pour un autre. Sur le principe d'indépendance, là aussi il y a une petite querelle qui conceptuelle. Est-ce que l'indépendance, ça vise l'autonomie des acteurs humanitaires par rapport au gouvernement, ou est-ce que ça vise plutôt l'autonomie de l'action humanitaire ou des objectifs humanitaires, de la finalité humanitaire par rapport aux objectifs politiques, économiques ou militaires qui sont ceux des États? Donc là aussi, il y a quand même, je dirais, une approche qui peut, pas forcément irréconciliable, mais que l'on trouve bien dans sur les terrains de crise et sur lesquels on peut effectivement débattre, je dirais, presque à l'infini. Intéressant effectivement de considérer que même le principe d'humanité est problématique dans le sens où il dépasse le champ humanitaire. Mais est-ce que le fait de dépasser le champ humanitaire, c'est en soi une problématique dès lors qu'on répond à des besoins et qu'il approche par les besoins? Effectivement, donc la personne une victime, une personne dans le besoin, ne se soucie pas de savoir quelle est la main qui le nourrit ou quelle est la main qui le protège.
encore que, bon, selon les cas, ça peut avoir des conséquences ensuite pour la reconstruction, pour le rétablissement de l'État, pour le retour de réfugiés chez eux. Enfin bon, il peut y avoir effectivement des conséquences opérationnelles assez fortes, mais lorsqu'il y a effectivement cette interaction et ce mélange avec l'approche par les droits, notamment les droits de l'homme, l'approche par la lutte contre l'impunité, qui sont également, qui renvoient aussi au principe d'humanité. Là, évidemment, du point de vue de l'État, on est quand même sur des finalités qui sont non pas opposées, mais complémentaires. Et on travaille vraiment là-dessus, je dirais, au niveau international, dans les positions que nous défendons avec nos partenaires, pour justement faire combiner l'ensemble de ces approches pour des fins qui sont finalement convergentes. Donc au total, on peut effectivement avoir un débat sur la définition des principes, encore que il n'empêche pas d'agir. Et c'est là qu'on retrouve finalement le principe d'humanité, qui est vraiment la finalité, je dirais, suprême de toute action humanitaire, sur laquelle il n'y a pas nécessairement de controverse majeure, en tout cas qui empêche d'agir. Merci. Alors, Pascal Dodin, vous avez entendu François Boucher-Saulnier développer longuement, finalement, déjà un rapport de tension au sein de ces différents principes. Ce que j'ai envie de vous demander maintenant, c'est un peu ça, c'est de passer à une réflexion en fait, sur l'intérêt opérationnel de ces principes. Et déjà, peut-être d'une manière générale, on entrera peut-être dans les détails après, d'une manière générale, vu du CICR, c'est-à-dire quel intérêt opérationnel aujourd'hui pour ces principes? Je crois que pour nous, ces principes sont plus que jamais d'actualité. Du reste, dans la décennie 2010, le CICR a même radicalisé d'une certaine manière son approche par rapport à ces principes. Je dirais qu'avant 2000, c'était pas un sujet qui était si présent dans les débats opérationnels et dans les débats institutionnels. Et après 2001, la question de la place de l'action humanitaire est devenue tout à fait fondamentale. Je dirais peut-être pour préciser une chose, c'est que l'action humanitaire est par définition extrêmement étroite. Elle est fondamentale parce qu'elle répond à des besoins urgents, massifs, etc. Mais elle ne répond pas à tous les besoins. Je crois que c'est très important aussi de dire que l'action humanitaire ne peut pas se substituer à l'action politique. On parle souvent de l'action politique qui empiète sur l'action humanitaire, mais il ne faudrait pas non plus que l'action humanitaire soit considérée comme l'alpha et l'oméga d'une réponse à une crise. Il y a d'autres types de réponses, et je crois maintenant il y a quand même un consensus sur le fait que on doit prévenir les conflits, on doit les régler, on doit reconstruire, on doit faire de la médiation, etc., etc. Alors c'est pas incompatible avec l'action humanitaire, il y a une coexistence d'une certaine manière, une séparation, et nous on insiste beaucoup sur cette séparation très stricte entre l'action humanitaire et d'autres types de réponses à des crises, mais il ne faudrait pas non plus que l'action humanitaire, par une forme d'impérialisme théorique, s'imagine qu'elle est la seule réponse à des situations conflictuelles. Maintenant, pour répondre à la question précise de l'importance, pour nous, c'est une question, notamment par exemple la neutralité ou l'indépendance, ce sont des leviers d'accès importants et d'acceptation. On en a d'autres, évidemment. Il y a d'autres types de stratégies, mais pour nous, ces deux concepts sont tout à fait fondamentaux pour garantir un accès. Et notamment, je crois que plus la situation est conflictuelle, plus elle est polarisée, plus les éléments de haine entre communautés ou entre différentes parties au conflit sont exacerbés, plus ces principes sont absolument fondamentaux. C'est vrai que si on fait du développement, si on est dans une action plutôt de développement, on peut vraiment s'interroger sur la pertinence, par exemple, de la neutralité. Il n'y a pas lieu d'être neutre dans une action de développement si une collaboration avec un État, etc. Si nous n'en faisons pas stricto sensu, donc nous ne sommes pas tellement concernés. Mais j'entends que ces deux principes, indépendance et neutralité, sont tout à fait fondamentaux en termes d'accès et d'acceptation. Maintenant, la question de l'impartialité, je ne vais pas revenir sur ce que disait Françoise, mais il y a souvent... On dit souvent que l'impartialité, c'est un outil d'accès. Je dirais que c'est plutôt le contraire.
L'exigence d'impartialité, c'est un problème. C'est un problème fondamental partout, parce que dans des situations polarisées, de ne faire aucune distinction entre les bonnes, les mauvaises victimes, entre les bonnes parties, les mauvaises parties, etc., est un vrai problème. Si vous travaillez notamment dans une situation d'affrontement de communautés type Kyrgyzstan, je peux vous le dire très clairement que l'impartialité, c'est vraiment un enjeu. Et là, il faut travailler là-dessus de manière extrêmement fine pour pouvoir agir. Donc, je dirais que pour nous, la notion d'impartialité, c'est le défi opérationnel ultime. C'est très facile de dire on ne va pas faire de discrimination. On ne va pas faire de discrimination volontaire. C'est des façons de penser qui sont extrêmement évidente en termes théoriques, mais sur le terrain, dans la réalité opérationnelle concrète, là, ça demande beaucoup d'imagination, beaucoup de dialogue, beaucoup de finesse stratégique pour expliquer à ceux qui ne recevront pas que les autres vont recevoir, pour expliquer que, évidemment, on va travailler sur les besoins et non pas sur d'autres types de catégories. Maintenant, dans la réalité aussi, on doit faire parfois des aménagements avec ça, ne serait-ce que pour ne pas être totalement rejeté. Donc là, il y a aussi des zones grises dans l'application de ces principes. C'est pour ça qu'ils sont intéressants, parce que il n'y a pas une casuistique qui a été définie pour toujours. Je crois qu'il faut les réinventer en permanence et s'adapter à toutes les situations. Je vais peut-être donner encore un très bref exemple sur la neutralité. La notion de neutralité est relativement simple, mais lorsque, par exemple, on travaille dans des situations de type violence urbaine, vous avez d'un côté des éléments armés criminels qui ne sont pas vraiment des éléments politiques, et un gouvernement, que veut dire pour le CICR notamment la neutralité, comment ça s'incarne dans le discours. C'est pas évident à expliquer à un gouvernement qu'on va être neutre entre ces services gouvernementaux et des partis armés, des gangs, etc., qui contrôlent un territoire. Et notamment, par exemple, dans certains contextes, la neutralité, c'est d'aider l'État à se réinstaller ou de réinstaller des services de base dans des zones qui sont contrôlées par des éléments criminels. C'est une ultime version de ce que l'on entend par la neutralité, et je pense que dans le futur, ces principes devront être travaillés. Ils devront faire l'objet d'interprétations au regard des situations extrêmement complexes dans lesquelles on travaille. Ce n'est pas plus complexe qu'avant, simplement comme disait mon collègue, on a accès, on a plus d'informations, mais si vous prenez une situation comme Karachi, vous avez 3 ou 4 conflits différents, de nature différente, religieuse, politique, ethnique. Là, la notion d'impartialité, de neutralité, ce sont des équations à plusieurs inconnus qu'il faut pouvoir résoudre, parfois avec succès, parfois, dans le cas de Karachi, on a eu pas mal de difficultés à trouver notre place et à être accepté et à faire vivre ces principes selon des modalités opérationnelles qui sont acceptables.